Même s'il n'a pas de valeur juridique en France, le serment d'Hippocrate est considéré comme l'un des textes fondateurs de la déontologie médicale. Hippocrate est un philosophe datant de la période gréco-romaine, né vers 460 avant Jésus-Christ. Il s'adonne à la philosophie et finit par fonder l'école hippocratique pour faire de la médecine une profession à part entière. Tout médecin en devenir doit finaliser ses connaissances par le fait de prêter serment afin de pouvoir pratiquer la médecine. Regardons d'un peu plus près les termes usités du serment. Le serment d'Hippocrate, revu par l'Ordre des médecins en 2012 en France, commence ainsi. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux. Donc je passe un long passage pour que la vidéo ne soit pas trop longue et j'en arrive au point important. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je passe enfin encore un autre passage et j'arrive à la fin du serment. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. L'évolution de la science et de la connaissance nous a donc permis la création de certains médicaments antidouleurs permettant de soulager efficacement les douleurs extrêmes. Hippocrate désignait comme le fait d'alléger les souffrances comme faisant partie intégrante des objectifs de tout bon médecin. Mais que dirait-il face à notre surconsommation irréfléchie de médicaments pouvant apporter des problèmes bien plus graves que le ou les problèmes originels? Les painkillers, ainsi appelés aux USA, étaient initialement dédiés à soulager des patients atteints de maladies graves, à l'instar de cancer ou de cancer en phase terminale. Certaines firmes pharmaceutiques n'ont pas hésité à vouloir démocratiser de tels médicaments pour, tenez-vous bien, eh bien oui, un profit personnel, pour un gain d'argent se chiffrant en milliards de dollars au détriment de la santé des consommateurs et de la dangerosité de ces médicaments. Avant toute chose, clarifions l'origine et la classification de ces médicaments antidouleurs. Les principaux médicaments usités pour les douleurs sévères s'appellent des médicaments opioïdes. La dénomination vient du fait que ces médicaments possèdent une structure moléculaire similaire à l'opium. L'opium étant le latex, une substance plus ou moins caoutchouteuse obtenue par incision de la plante pavot-somnifère. La même plante est utilisée pour fabriquer l'une des drogues les plus dangereuses au monde, j'ai nommé l'héroïne. Les principaux pays cultivateurs de pavot se trouvent en Asie, voire dans certains pays d'Europe. Un pays se démarque dans le début des années 90, l'Afghanistan. Pays d'Asie centrale, frontalier du Pakistan et de l'Iran. Capitale, Kaboul. Les cultures de pavot à opium ont enregistré entre 1986 et 2000 un taux annuel moyen de croissance de 23%. Heureusement, l'interdiction de sa culture a été imposée par les autorités en avril 2022, rapporte l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et par conséquent, la production d'opium a chuté de 95% l'année dernière. Les antidouleurs sont subdivisés en 3 catégories selon leur potence. Palier 1 ou antidouleur faible, à l'instar du paracétamol. Palier 2 ou antidouleur moyen, à l'instar de la codéine, dihydrocodéine et du tramadol. Et palier 3 ou antidouleur fort, à l'instar de la morphine, de l'oxycodone ou de la buprénorphine. La dangerosité de l'héroïne et de tels médicaments est évidente et plusieurs études sont arrivées à ces conclusions. Premièrement, nous avons le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui établit une classification sur plusieurs substances psychotropes en évaluant les dangers sur 3 critères: dépendance psychique,
dépendance physique et tolérance. La tolérance étant un terme similaire à l'accoutumance. En termes simplifiés, le corps réclame des quantités plus élevées afin de ressentir le même effet d'un point de vue physique et d'un point de vue psychique. Les doses ou le nombre de prises vont donc très certainement être augmentés en fonction du temps passant. En 1978, Pelletier reprend les résultats de l'OMS et généralise les résultats pour l'ensemble des drogues connues. Les résultats sont chiffrés. 0 voulant dire que la substance est inoffensive, 4 désignant une substance des plus dangereuses, les valeurs intermédiaires étant bien évidemment usitées. Aussi, nous avons le rapport sur la dangerosité des produits par le professeur Bernard Roch et adressé au secrétaire d'État à la santé de l'époque, M. Kouchner, à l'issue des rencontres nationales sur l'abus des drogues et de la toximanie. Enfin, nous avons les résultats de l'étude imprimée dans la prestigieuse revue scientifique médicale britannique The Lancet, une des plus prestigieuses revues médicales et des plus respectées à travers le monde. Elle a par exemple publié des découvertes majeures à l'instar de la découverte de la pénicilline, des premières échographies et de la transmission du VIH. Le graphique s'axe sur 2 facteurs. Les dommages physiques étant conséquence de la prise de la drogue, dommages physiques personnels et dommages physiques sur l'entourage permettant de souligner que certaines drogues ont une réelle dangerosité sur la sécurité des citoyens. L'axe vertical, quant à lui, correspond à la dépendance. L'héroïne et la méthadone, qui est un médicament de substitution à l'héroïne, parfois pris malheureusement de manière détournée, sont parmi les plus dangereux et donc représentés par 2 points rouges. Les effets recherchés par les consommateurs sont une profonde sédation, de l'euphorie, voire une énergie accrue pour certains consommateurs. Les effets indésirables les plus graves étant dépression respiratoire, coma et malheureusement décès dans certains cas. D'autres effets indésirables existent mais n'influent guère sur le pronostic vital, à l'instar de la somnolence, de certaines hallucinations, de constipation et même de sécheresse buccale. Début des années 1990, la société Purdue Pharma, société pharmaceutique, lance une campagne de marketing à base de spots publicitaires vantant les mérites d'un médicament d'utilité publique et absolument sans danger. Le nom du médicament, Oxycontin. Médicament opioïde palier 3 dont le principe actif est l'oxycodone, molécule 2 à 3 fois plus puissante que la morphine. Purdue Pharma est une société privée fondée en 1892 par les médecins John Purdue Gray et George Frederick Bingham. Le siège social se trouve à Stamford dans l'État du Connecticut. L'entreprise a été revendue en 1952 à plusieurs membres de la famille Sackler, famille dont la fortune a été estimée à 10,8 milliards de dollars en 2020. Estimation qui se retrouve dans le prestigieux magazine économique américain Forbes, magazine qui a pour habitude de faire un classement annuel des 100 personnalités les plus riches à travers le globe. En 1967, la famille Sackler n'hésite point à racheter la société pharmaceutique anglaise Mundipharma, pour désormais pouvoir toucher une clientèle européenne, africaine et même asiatique. Parallèlement, les Sackler n'hésitent pas à dorer leur image en versant des dons colossaux dans le domaine artistique. Un article du journal Le Monde de publié en février 2018, ouvrir les guillemets. L'activité philanthropique des Sackler rayonne dans les plus grands musées du monde. Elle a valu à l'un de leurs patriarches, Mortimer Sackler, d'être nommé chevalier par la reine d'Angleterre en 1999. Une aile du Metropolitan Museum de New York porte leur nom. Au musée du Louvre à Paris, l'argent de la famille a permis un redéploiement muséographique d'envergure. L'aile nord de la cour carrée rebaptisée aile Sackler des Antiquités orientales
fut inauguré en 1997 grâce à la générosité de la famille, a précisé le site du musée. Fermez les guillemets. And have told him or her about your pain. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. Dans la publicité des années 90, on nous explique que le corps médical peut désormais prescrire l'Oxycontin et que celui-ci est inoffensif dans tous les sens du terme. En effet, d'après la firme, moins d'1% des consommateurs deviennent accros aux médicaments concernés. Ces annonces publicitaires répétées avec une politique et une volonté claire de la compagnie à pousser les médecins à surprescrire fut la porte d'entrée menant à l'une des plus grandes épidémies des États-Unis. En mai 2007, la société a plaidé coupable pour avoir induit le public en erreur sur l'Oxycontin à propos du risque de dépendance et la société a accepté de payer 600 millions de dollars pour commercialisation mensongère. Actuellement, des nouvelles poursuites à l'encontre de la société ont été rédigées, accusant la firme d'être responsable d'une crise sanitaire à échelle fédérale. Un accord fut trouvé. La société accepte de payer des indemnités et la société se voit dans l'obligation de se mettre en faillite juridique. C'est une des familles les plus riches d'Amérique. Les deux frères, Raymond et Mortimer Sackler, le fils Richard, et David, le petit-fils. 3 générations, une immense fortune et un nom aujourd'hui le plus haï d'Amérique. Depuis 1950, les Sackler ont bâti un empire, d'abord avec le Valium, un tranquillisant, puis avec, dans les années 2000, l'oxycodone, un antidouleur. Un médicament qui plonge en fait des millions d'Américains dans la dépendance aux drogues. Des élus demandent des comptes. Je veux que les Sackler soient poursuivis comme des trafiquants de drogue. Qu'on saisisse leurs maisons, leurs voitures, leurs fortunes aux États-Unis. L'accord ne permettrait malheureusement pas aux victimes de se faire entendre et d'éventuellement porter plainte contre les Sackler au civil. Les membres de la famille peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales. Pour convaincre les États récalcitrants, la famille Sackler a donc finalement accepté de payer au moins 5,5 milliards de dollars sur 18 ans et jusqu'à 6 milliards de dollars en fonction de la vente des activités du laboratoire à l'étranger. Purdue a fait appel et la procédure va suivre son cours, sans empêcher a priori le nouvel accord d'être mis en œuvre. Dans un message joint à l'accord, la famille Sackler rejette une nouvelle fois toute responsabilité juridique, estimant que ses membres ont agi conformément à la loi sous tous ses aspects. Ils y disent toutefois regretter sincèrement que l'Oxycontin ait de façon inattendue fait partie de la crise des opiacés. Rare reconnaissance publique du potentiel rôle du médicament dans la crise sanitaire. La famille a aussi accepté de ne pas s'opposer au retrait de leur nom des bâtiments qu'elle a aidés financièrement. Anil ou encore oxycodone, ces produits à base d'opiacés sont à l'origine de l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire des États-Unis. Une crise qui a fait près de 400 000 morts par overdose entre 1999 et 2018, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Ces médicaments sont prescrits par les médecins comme antidouleurs depuis les années 90, mais ils sont extrêmement addictifs et créent une dépendance immédiate. Lorsque les ordonnances s'arrêtent, les patients se tournent souvent vers l'héroïne, moins chère et plus accessible. Le journal Les Échos titrait en date du 3 février 2024 « L'épidémie des opioïdes aux États-Unis, un état des lieux ». Le nombre de décès est faramineux et la croissance du graphe démontre bien qu'il s'agit d'un problème des plus sérieux, un problème grandissant avec le temps.
les choses avaient pris une tournure telle dans certaines villes américaines que la gouvernance avait décidé de mettre à disposition des citoyens l'antidote. L'analoxone, un médicament qui contre les effets cérébraux des opiacés et qui permet de contrer la case dépression respiratoire si administré correctement et dans les temps. Pour faire simple, les molécules des morphiniques s'insèrent parfaitement dans certains récepteurs cérébraux qui, ce faisant, bloquent certains signaux électriques à l'instar de signaux qui permettent de respirer correctement, ce qui provoque une dépression respiratoire, une mort des plus atroces. Les molécules de naloxone viennent agir sur les mêmes récepteurs et libèrent ces mêmes récepteurs de l'emprise des molécules des opioïdes. Il est désormais courant de voir certains distributeurs de l'antidote apparaître à des endroits stratégiques, à l'instar des écoles, des universités et des pharmacies. Le médicament antidote est donc en vente libre, ce qui est déjà une bonne chose. Malheureusement, la problématique des opioïdes est aussi devenue problème de santé publique en Europe. La France n'échappe pas. En France, plusieurs décès d'adolescents prenant de la codéine à titre récréatif ont été recensés. Afin d'endiguer ce fléau, en 2017, la réaction des politiques a été l'interdiction de vente libre de tout médicament contenant de la codéine, quel qu'il soit. Aussi, quelque chose de similaire aux USA a été instauré en France. En effet, il est désormais possible d'acheter de la naloxone, avec ou sans prescription, dans toute pharmacie française. Le mode d'administration est une injection intraveineuse permettant de contrer les effets mortels de trop grandes doses de morphinique. Le Prénoxade est le nom du médicament antidote et il se présente sous une forme de boîte contenant le précieux liquide et de 2 aiguilles. Vu la forte demande de telles drogues, des marchés parallèles ont vu le jour. Des usines clandestines de fabrication apparaissent malheureusement à travers le monde et des réseaux de revente s'installent. Il s'agira là d'un prochain sujet que l'on s'efforcera à traiter dans une autre vidéo. Enfin, je tiens à souligner que je ne suis point une personne antidouleur. Je pense en effet que dans certains cas, la prise d'antidouleur peut alléger certains désagréments et qu'il serait complètement absurde de s'en priver. Je ne suis point médecin pour définir qui doit prendre ces médicaments et qui ne doit pas. Mon seul conseil à vous prodiguer dans le cas de prescription de certains antidouleurs forts est de vous poser la question si leur utilisation est vraiment nécessaire. En d'autres termes, soyez votre propre médecin et faites la part des avantages et des inconvénients à en devenir. Ainsi s'achève cette première vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Likez, abonnez-vous, commentez et partagez si le contenu vous a plu.